Comment le stoïcisme peut me calmer lorsque l'anxiété envahit mes pensées? Si cette phrase vous touche, ce n'est pas parce qu'elle promet une solution rapide, mais parce qu'elle décrit un état intérieur précis. Il existe un moment où l'esprit commence à courir sans direction claire. Les pensées se multiplient, le futur devient pesant, et l'émotion semble toujours avoir une longueur d'avance sur la raison. Rien d'extérieur n'a forcément changé, mais à l'intérieur, tout devient instable. L'anxiété ne se manifeste pas toujours par la panique. Elle prend souvent la forme d'une tension constante, d'une vigilance excessive, d'un besoin silencieux d'anticiper ce qui pourrait mal tourner. Vous tentez de reprendre le contrôle par la réflexion, mais plus vous insistez, plus l'esprit se crispe. Cette lutte intérieure, discrète mais continue, finit par épuiser. Ce que vous vivez n'est ni une faiblesse, ni un défaut personnel. C'est le signe que votre attention s'est déplacée vers des choses qui échappent à votre pouvoir, pendant que ce qui dépend réellement de vous est laissé de côté. L'esprit s'épuise non pas parce qu'il ressent, mais parce qu'il cherche à commander ce qu'il ne peut pas diriger. Ce contenu ne vous demandera pas de faire taire vos pensées, ni de croire que tout ira bien. Il vous invitera à comprendre avec précision ce qui se joue en vous lorsque l'anxiété s'installe. Car ce n'est pas l'émotion elle-même qui trouble l'esprit, mais la confusion entre ce qui doit être accepté et ce qui peut être gouverné. En avançant, vous ne chercherez pas à vaincre l'anxiété, mais à cesser de lui céder le pouvoir. Vous ne tenterez pas de contrôler la vie, mais d'adopter une posture intérieure plus juste face à ce qui ne dépend pas de votre volonté. Le calme qui commence ici n'est pas fragile. Il repose sur la clarté, la lucidité et une compréhension plus honnête de la condition humaine. L'anxiété n'est pas l'ennemi, mais un signal mal compris. Lorsque l'anxiété apparaît, le réflexe le plus courant est de la combattre. On la traite comme une intrusion, un dysfonctionnement, quelque chose qui devrait disparaître pour que l'esprit fonctionne à nouveau correctement. Cette réaction est compréhensible, mais elle aggrave souvent ce qu'elle cherche à résoudre. Plus vous résistez à l'anxiété, plus vous lui accordez de pouvoir, car vous confirmez intérieurement qu'elle représente un danger. L'anxiété n'est pas une preuve de faiblesse. Elle est le signe que votre attention s'est déplacée vers ce qui échappe à votre commandement. L'esprit commence à surveiller des scénarios futurs, des réactions d'autrui, des résultats incertains. Il se projette là où il ne peut agir et néglige ce qui dépend réellement de lui. Ce déséquilibre crée la tension. Ce n'est pas l'émotion qui fatigue, mais l'orientation erronée de l'attention. Comprendre cela change immédiatement la relation que vous entretenez avec ce que vous ressentez. L'anxiété cesse d'être un ennemi à éliminer et devient un indicateur. Elle montre que l'esprit tente de porter un poids qui n'est pas le sien. Tant que cette confusion persiste, aucune technique de relaxation ne peut offrir un apaisement durable. Ce premier déplacement intérieur est essentiel. Il ne s'agit pas encore de retrouver le calme, mais de cesser de se battre contre un message mal interprété. En voyant l'anxiété comme un signal plutôt que comme une menace, vous préparez l'esprit à une compréhension plus profonde de ce qui le trouble réellement. Et cette compréhension ouvre la voie à une fatigue moindre, une résistance réduite et un espace intérieur prêt à être réorganisé par la raison. La fatigue mentale naît de la tentative de contrôler l'incontrôlable. La plupart des gens attribuent leur épuisement mental à un excès de problèmes, de responsabilités ou de pression extérieure. Pourtant, deux personnes peuvent vivre la même situation et ne pas ressentir le même poids intérieur. La différence ne se situe pas dans les événements, mais dans l'endroit où l'esprit dépense son énergie. La fatigue mentale apparaît lorsque l'attention est constamment dirigée vers des choses sur lesquelles aucune action réelle n'est possible. L'esprit anxieux ne se repose presque jamais. Il anticipe, corrige mentalement, répète des scénarios, tente de prévoir chaque issue possible. Il agit comme s'il pouvait négocier avec l'avenir, influencer le regard des autres, garantir des résultats qui ne dépendent pas de lui. Cette activité incessante donne l'illusion d'un contrôle, mais en réalité, elle ne produit qu'une tension prolongée. L'esprit travaille sans jamais conclure, sans jamais décider, sans jamais agir réellement. Ce qui épuise n'est pas le nombre de pensées, mais leur direction. Lorsqu'un esprit s'occupe de ce qui lui appartient,
Il peut décider, ajuster, agir, puis se reposer. Lorsqu'il s'occupe de ce qui ne dépend pas de lui, aucun repos n'est possible. Il n'y a ni résolution, ni clôture. Seulement une vigilance continue, comparable à une porte que l'on garde ouverte toute la nuit par peur de ce qui pourrait entrer. Beaucoup confondent cette agitation avec de la lucidité ou de la responsabilité. Ils pensent qu'en pensant davantage, ils se protègent. En réalité, ils déplacent leur énergie hors de leur sphère d'influence. L'esprit devient alors comme un serviteur qui reçoit des ordres impossibles à exécuter. Il obéit, s'épuise, puis s'accuse de ne pas y parvenir. Cette boucle est l'une des sources les plus profondes de l'anxiété moderne. Reconnaître cela ne demande pas de changer immédiatement ses pensées. Cela demande d'observer honnêtement où va l'attention. Chaque fois que l'esprit se projette dans un résultat futur, une réaction extérieure ou un événement incertain, il abandonne ce qu'il peut réellement gouverner, son jugement présent. Ce renoncement involontaire crée une dette intérieure. Plus elle s'accumule, plus le corps et l'esprit signalent l'alerte sous forme de tension, d'irritabilité ou de fatigue. À ce stade, rien n'est encore corrigé, mais quelque chose devient clair. L'épuisement n'est pas une fatalité, ni un trait de personnalité. Il est la conséquence directe d'un effort mal orienté. Tant que cette erreur n'est pas vue avec précision, l'esprit continuera à travailler contre lui-même. Une fois reconnue, elle ouvre la possibilité d'un réajustement profond, non par la force, mais par la compréhension. Et cette compréhension prépare le terrain pour une distinction décisive, celle qui sépare ce qui dépend de vous de ce qui doit être accueilli sans lutte. Là où l'énergie se perd, la raison n'est plus aux commandes. Il existe une forme de dépense intérieure qui ne se remarque pas immédiatement. Elle ne fait pas de bruit, ne provoque pas de crise visible, mais elle vide lentement l'esprit de sa stabilité. Cette dépense commence lorsque la raison cesse de diriger l'attention et que l'émotion prend la place du gouvernail. L'esprit ne choisit plus ce qu'il examine, il réagit. Et dans cet état, chaque pensée devient une sollicitation urgente, chaque hypothèse une menace potentielle. La plupart des gens ne voient pas cette transition. Ils sentent seulement que tout devient plus lourd. Les décisions simples demandent un effort excessif. Le repos ne repose plus. Même les moments calmes sont envahis par une tension de fond. Ce n'est pas parce que la vie est devenue soudainement plus difficile, mais parce que l'esprit travaille sans hiérarchie. Tout a la même importance. Tout exige une réponse immédiate. Et ce nivellement crée le chaos. Lorsque la raison est active, elle établit des priorités. Elle distingue l'essentiel de l'accessoire, le réel de l'imaginé, l'urgent du possible. Lorsque cette fonction s'affaiblit, l'esprit devient perméable à toutes les impressions. Une pensée en appelle une autre. Une inquiétude en déclenche 10. Le futur est traité comme un fait accompli et le présent comme une insuffisance permanente. Cette perte de direction n'est pas volontaire. Elle s'installe lorsque l'attention est constamment sollicitée par ce qui ne peut être résolu maintenant. L'esprit tente de tout contenir, de tout prévoir, de tout anticiper. Il se transforme en lieu de passage permanent, sans filtre ni repos. À force de fonctionner ainsi, la raison n'est pas détruite, mais étouffée. Elle est présente, mais elle n'est plus écoutée. C'est ici que beaucoup cherchent des solutions extérieures. Ils veulent calmer l'esprit sans comprendre pourquoi il s'agite. Ils cherchent à apaiser l'émotion sans examiner le jugement qui la nourrit. Mais tant que la source de la confusion n'est pas identifiée, le calme reste fragile. Il dépend des circonstances, du silence, de l'absence de stimulation. Il ne tient pas lorsque la vie reprend son rythme. Comprendre où l'énergie se perd permet de rétablir l'ordre sans violence intérieure. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées, mais de leur rendre leur juste place. La raison ne commande pas en criant, elle commande en distinguant. Elle observe une impression, la nomme, l'évalue, puis décide si elle mérite une action ou une acceptation. Lorsque ce processus reprend, l'esprit cesse de se disperser. Ce réajustement ne produit pas immédiatement une sensation de bien-être. Il produit quelque chose de plus fondamental, une cohérence intérieure.
une impression que l'esprit travaille à nouveau pour vous et non contre vous. À partir de là, une distinction essentielle devient possible. Une ligne claire entre ce qui dépend de votre jugement et ce qui doit être rencontré sans résistance. Cette distinction, une fois vécue, transforme durablement la relation à l'anxiété. Distinguez ce qui dépend de vous sans en faire une leçon. Il arrive un moment où l'esprit comprend quelque chose, avant même de pouvoir le formuler. Une sensation discrète apparaît, comme si une charge inutile était reconnue pour ce qu'elle est. Vous réalisez que beaucoup de ce qui vous oppresse ne réclame ni décision, ni action immédiate, ni même réflexion prolongée. Cela réclame simplement d'être vu avec justesse. Cette reconnaissance marque un tournant silencieux. La distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas n'est pas un principe à mémoriser, mais une expérience à vivre. Elle commence lorsque vous observez une pensée anxieuse sans lui obéir. Une inquiétude surgit, annonçant un futur incertain. Au lieu de la suivre, vous remarquez qu'elle ne vous demande aucune action réelle. Elle vous invite seulement à imaginer. À ce moment précis, vous récupérez une part de votre énergie. Ce qui dépend de vous se situe toujours dans le présent. Votre jugement, votre intention, la manière dont vous interprétez une impression. Tout le reste appartient à un ordre plus vaste, indifférent à vos calculs. Lorsque l'esprit confond ces deux sphères, il se fatigue en vain. Lorsqu'il les distingue, il s'apaise naturellement, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que l'effort devient proportionné. Cette distinction s'applique aussi au corps. Une tension apparaît, une accélération du souffle, un inconfort diffus. L'esprit interprète ces signaux comme un danger à éliminer. Pourtant, ces sensations ne sont pas des ennemis, elles sont des phénomènes. Vous ne décidez pas qu'elles apparaissent, mais vous décidez de la signification que vous leur donnez. Et cette signification détermine l'intensité de l'expérience. Dans les relations humaines, la confusion est encore plus fréquente. Vous souhaitez être compris, apprécié, reconnu. Vous ajustez vos paroles, anticipez les réactions, redoutez le jugement. Mais le regard des autres ne dépend jamais entièrement de vous. En revanche, la droiture de votre intention, la clarté de votre parole, la cohérence de vos actes, elles, vous appartiennent. Lorsque cette frontière est respectée, la peur sociale perd une grande partie de son pouvoir. Rien de tout cela ne supprime l'incertitude. Cela la remet à sa place. L'incertitude cesse d'être une menace personnelle et devient une donnée neutre de l'existence. L'esprit n'a plus besoin de lutter contre elle. Il peut choisir comment y répondre. Et ce choix, répété, crée une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Ce qui apaise profondément n'est pas le contrôle, mais la justesse. Savoir où agir, savoir où consentir. Lorsque cette clarté s'installe, l'anxiété perd son caractère envahissant. Elle devient une information passagère, non une autorité intérieure. Et cette nouvelle relation ouvre la voie à une compréhension encore plus exigeante, celle de l'acceptation, non comme résignation, mais comme force silencieuse. Accepter la réalité comme une force, pas comme un renoncement. Beaucoup rejettent l'idée d'acceptation, parce qu'ils la confondent avec l'abandon. Ils imaginent qu'accepter, c'est baisser les bras, se soumettre, perdre toute capacité d'agir. Cette confusion entretient une lutte intérieure permanente. L'esprit refuse ce qui est déjà là, et cette résistance devient une source constante de tension. Ce n'est pas la situation qui oppresse, mais le refus silencieux de la reconnaître telle qu'elle est. Accepter ne signifie pas approuver. Cela signifie voir clairement. Lorsque l'esprit cesse de nier les faits, il cesse aussi de gaspiller son énergie à vouloir réécrire le réel. Cette énergie libérée peut alors être redirigée vers ce qui dépend réellement de vous. L'acceptation n'est pas une passivité, c'est une économie de force. Elle marque le moment où l'on arrête de discuter avec ce qui ne répondra jamais. La résistance à la réalité prend souvent une forme subtile. Vous vous dites que les choses ne devraient pas être ainsi, que ce moment est injuste, que vous auriez dû agir autrement. Ces pensées semblent inoffensives, mais elles enferment l'esprit dans un passé irréversible ou un futur imaginaire.
Pendant ce temps, le présent est négligé. Et c'est dans le présent que toute action juste peut naître. L'acceptation stoïcienne n'est pas un geste émotionnel, c'est une posture rationnelle. Elle repose sur une reconnaissance simple. L'univers ne s'organise pas selon vos préférences. S'y opposer intérieurement ne modifie rien, sauf votre propre état. En revanche, aligner votre jugement avec ce qui est vous rend immédiatement plus stable. Vous cessez d'être en conflit avec la réalité, et ce conflit intérieur était la source principale de l'anxiété. Lorsque vous acceptez ce qui ne dépend pas de vous, quelque chose se réorganise naturellement. L'esprit cesse de surveiller, d'anticiper, de corriger mentalement. Il observe, puis choisit. Ce choix n'est plus dicté par la peur, mais par la lucidité. Vous agissez quand l'action est possible, vous consentez quand elle ne l'est pas. Cette alternance n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence appliquée à la vie. Cette posture transforme aussi la relation à la douleur et à l'inconfort. Une émotion difficile apparaît. Au lieu de la rejeter, vous la laissez exister sans lui donner le pouvoir de diriger vos décisions. Elle traverse l'esprit sans s'y installer. Ce mouvement est discret, mais profondément libérateur. L'émotion n'est plus un ordre, seulement un phénomène. Accepter la nécessité, ce que les stoïciens appelaient le destin, ne signifie pas aimer chaque événement. Cela signifie comprendre que refuser intérieurement ce qui est inévitable vous prive de votre seule véritable liberté. La manière de répondre. Lorsque cette compréhension s'ancre, l'anxiété perd une grande partie de son intensité. Elle n'est plus nourrie par la lutte, mais contenue par la raison. Cette force tranquille ne se remarque pas immédiatement de l'extérieur. Elle se manifeste par une stabilité nouvelle, une clarté dans le jugement, une capacité à rester droit au milieu de l'incertitude. Et c'est sur cette base que devient possible un travail plus fin encore, celui qui concerne vos jugements, eux-mêmes, là où naissent les tempêtes émotionnelles. Ce ne sont pas les événements qui troublent, mais les jugements que vous leur donnez. Lorsqu'une émotion vous submerge, il est naturel de croire que l'événement en est la cause directe. Une parole, une situation, une incertitude, et l'esprit se trouble. Pourtant, si les événements possédaient en eux-mêmes le pouvoir de bouleverser, chacun réagirait de la même manière face aux mêmes circonstances. Or, ce n'est jamais le cas. Ce qui fait la différence n'est pas ce qui arrive, mais la lecture intérieure que vous en faites. Le jugement précède toujours l'émotion. Souvent, il est si rapide qu'il passe inaperçu. Une pensée surgit, affirme qu'un danger est présent, qu'une perte est imminente, qu'un échec est certain. Le corps réagit ensuite à cette interprétation comme si elle était un fait. L'anxiété ne naît donc pas d'une réalité objective, mais d'une conclusion hâtive, acceptée sans examen. Ce mécanisme fonctionne même lorsque la pensée semble raisonnable. Vous vous dites que vous anticipez pour être prêt, que vous analysez pour éviter l'erreur. Mais si cette analyse ne débouche sur aucune action possible, elle devient une rumination déguisée. L'esprit tourne en cercle autour d'une hypothèse, la renforce, puis réagit à sa propre création. À force, l'émotion devient plus intense que la situation réelle. Ralentir le jugement ne signifie pas nier les faits. Cela signifie introduire un espace entre l'impression et l'assentiment. Une pensée apparaît. Vous n'êtes pas obligé de lui donner immédiatement raison. Vous pouvez la regarder, la nommer, reconnaître qu'elle est une interprétation et non un verdict. Ce simple geste, répété, modifie profondément la dynamique intérieure. Lorsque vous apprenez à différer votre adhésion aux pensées anxieuses, l'émotion perd son caractère impératif. Elle continue d'exister, mais elle ne commande plus. Vous pouvez ressentir une inquiétude sans lui confier vos décisions. Vous pouvez éprouver une peur sans la transformer en certitude. Cette dissociation n'est pas une froideur, c'est une maturité émotionnelle. Les stoïciens n'ont jamais prôné l'insensibilité. Ils ont enseigné la justesse. Une émotion alignée avec un jugement correct est proportionnée et passagère. Une émotion nourrie par un jugement erroné devient envahissante et durable. En rectifiant la source, vous ne supprimez pas la sensibilité,
vous la rendez supportable et utile. Ce travail demande de l'honnêteté intérieure. Il exige de reconnaître que certaines souffrances sont entretenues par des récits que l'esprit se raconte. Mais cette reconnaissance n'est pas une condamnation, elle est une libération, car ce qui est créé par le jugement peut être transformé par le jugement. À mesure que cette clarté s'installe, un changement subtil se produit. Vous cessez de réagir automatiquement. Vous commencez à répondre consciemment. Et dans cet espace entre ce qui survient et ce que vous choisissez d'en faire, une nouvelle forme de calme devient possible. Un calme qui ne dépend plus de l'absence de difficultés, mais de votre capacité à les rencontrer sans vous perdre en elles. Passez de la réaction automatique à la réponse consciente. Il existe un instant presque imperceptible où tout se joue. Un espace bref, souvent ignoré, entre ce qui surgit dans l'esprit et ce que vous faites ensuite. Lorsque cet espace n'est pas reconnu, la réaction est immédiate. Une pensée apparaît, l'émotion s'élève, le corps se tend et l'action suit sans examen. C'est ainsi que l'anxiété gouverne. Non par la force, mais par la vitesse. La réaction est un mouvement ancien. Elle vient d'un temps où chaque alerte devait être suivie d'un acte rapide. Mais dans la plupart des situations modernes, cette rapidité n'est plus nécessaire. Elle devient même nuisible. L'esprit réagit à des impressions qui ne demandent aucune action immédiate. Il se comporte comme si chaque pensée était un ordre, comme si chaque inquiétude était une urgence réelle. La réponse, au contraire, naît de la reconnaissance de cet espace intérieur. Elle commence lorsque vous ralentissez suffisamment pour voir ce qui se passe. Une impression se présente. Vous la remarquez. Vous ne la repoussez pas. Vous ne la suivez pas. Vous la regardez comme un phénomène qui traverse l'esprit. Ce simple acte d'observation rompt la chaîne automatique. À ce moment précis, la raison reprend sa place. Elle ne cherche pas à supprimer l'émotion, mais à l'évaluer. Elle se demande si cette impression concerne quelque chose qui dépend de vous. Si une action est possible maintenant. Si le jugement posé est fondé ou exagéré. Cette évaluation ne prend pas de longues minutes. Elle se fait dans la clarté, pas dans l'effort. Ce passage de la réaction à la réponse transforme profondément l'expérience de l'anxiété. Vous découvrez que vous pouvez ressentir sans être entraîné, que l'émotion peut exister sans dicter votre conduite. Vous cessez de vous identifier entièrement à ce que vous ressentez. Vous redevenez celui qui observe, qui choisit, qui décide. Cette pratique n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas d'euphorie. Elle installe quelque chose de plus solide, une continuité intérieure, une impression de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. L'esprit cesse d'être fragmenté. Il ne court plus dans plusieurs directions à la fois. Peu à peu, une nouvelle habitude se forme. Face à une inquiétude, vous ne vous précipitez plus pour la résoudre mentalement. Vous vérifiez d'abord si elle exige une action ou une acceptation. Cette vérification devient naturelle. Elle ne demande plus d'efforts conscients. Et avec elle, la charge émotionnelle diminue. Ce changement ne supprime pas les défis. Il modifie votre manière de les rencontrer. Au lieu d'une agitation constante, il y a une présence calme. Au lieu d'une fuite intérieure, une disponibilité lucide. Vous ne cherchez plus à échapper à ce qui vous traverse. Vous apprenez à y répondre avec mesure. C'est ainsi que se construit une liberté intérieure réelle. Non en éliminant les émotions, mais en cessant de leur abandonner le pouvoir de décider à votre place. Et lorsque cette liberté commence à s'enraciner, une autre peur se révèle plus clairement. Celle liée à l'avenir, à l'incertitude, à ce qui n'est pas encore là. Comprendre cette peur est la prochaine étape pour que l'esprit cesse de se contracter face à ce qui vient. Le calme n'est pas le silence de l'esprit, mais la fin de l'obéissance aux pensées. Beaucoup imaginent le calme comme un état où plus aucune pensée dérangeante n'apparaît. Cette attente crée une déception permanente, car l'esprit humain ne cesse jamais de produire des impressions. Tant que vous exigez le silence intérieur comme condition de paix, chaque pensée anxieuse devient une preuve d'échec. Cette exigence alimente précisément ce que vous cherchez à apaiser.
Le calme stoïcien repose sur une compréhension différente. Il ne consiste pas à empêcher les pensées de surgir, mais à refuser de leur accorder une autorité immédiate. Une pensée peut apparaître sans être suivie. Une inquiétude peut être remarquée sans être crue. Lorsque cette distinction devient claire, l'esprit cesse de lutter contre lui-même. Les pensées anxieuses tirent leur force de l'assentiment que vous leur donnez. Lorsqu'une idée affirme qu'un danger est présent, que quelque chose va mal tourner, et que vous acceptez cette affirmation sans examen, le corps réagit comme si le verdict était déjà prononcé. Le calme ne naît pas de la disparition de ces idées, mais de votre capacité à suspendre votre adhésion. Ce changement est subtil, mais décisif. Vous commencez à observer les pensées comme des événements mentaux, non comme des ordres. Elles passent, se répètent parfois, perdent progressivement leur intensité lorsqu'elles ne trouvent plus de résistance ni de soumission. L'esprit n'a plus besoin de les combattre. Il les laisse exister sans leur donner le pouvoir de diriger votre conduite. Ce type de calme n'est pas euphorique. Il est stable. Il ne dépend pas de l'humeur du moment ni de la tranquillité extérieure. Il se manifeste par une continuité intérieure, une impression que l'esprit reste à sa place même lorsque des émotions surgissent. Vous ressentez sans être emporté. Vous pensez sans être dominé. Cette posture transforme profondément la relation à l'anxiété. Celle-ci peut encore apparaître, mais elle ne s'installe plus comme une autorité centrale. Elle devient une information passagère, un signal parmi d'autres, non un état auquel il faut obéir. Cette transformation réduit naturellement la peur de ressentir. Et lorsque la peur de l'émotion disparaît, l'émotion perd une grande partie de son pouvoir. Le calme ainsi compris n'est pas fragile. Il ne s'effondre pas à la première difficulté. Il repose sur une discipline intérieure silencieuse, celle de ne pas confondre ce qui traverse l'esprit avec ce qui mérite votre engagement. Cette discipline ne demande pas un effort constant, mais une clarté répétée. Chaque fois que vous refusez d'obéir automatiquement à une pensée anxieuse, vous renforcez cette stabilité. À mesure que cette manière d'être s'ancre, quelque chose change dans votre rapport à la vie. Vous cessez d'attendre des circonstances idéales pour être en paix. Vous comprenez que le calme n'est pas un état à atteindre, mais une relation à établir avec ce qui apparaît en vous. Cette relation devient plus juste, plus mesurée, plus humaine. Ce calme ne promet pas l'absence de difficultés. Il promet une présence plus droite face à elle. Et cette présence prépare le dernier mouvement de ce chemin intérieur, celui où toutes ces compréhensions cessent d'être des idées, pour devenir une orientation durable de l'esprit face à l'existence elle-même. Une nouvelle posture intérieure face à la vie. À ce point du chemin, quelque chose a déjà changé, même si ce changement n'est pas spectaculaire. Il ne se manifeste pas par une exaltation soudaine, ni par la disparition complète de l'anxiété. Il se manifeste par une orientation différente de l'esprit. Vous ne cherchez plus à corriger chaque pensée, à neutraliser chaque émotion, à sécuriser chaque avenir possible. Vous avez compris que cette lutte était la source même de l'instabilité que vous vouliez éviter. Ce qui s'installe maintenant est une posture, une manière de se tenir intérieurement face à ce qui arrive. Les événements continuent. Les émotions apparaissent encore. Les pensées surgissent, parfois insistantes, mais elles ne trouvent plus un esprit prêt à se soumettre ou à résister aveuglément. Elles rencontrent une présence lucide, capable de discerner, d'accepter ou d'agir avec mesure. Cette posture repose sur une compréhension simple et exigeante. Vous ne commandez pas ce qui vous arrive, mais vous commandez la manière dont vous y répondez. Vous ne choisissez pas les circonstances, mais vous choisissez votre jugement. Vous ne contrôlez pas le déroulement de la vie, mais vous contrôlez votre fidélité à la raison. Cette fidélité devient votre point d'appui, stable même lorsque tout le reste fluctue. Ce changement ne vous rend pas indifférent, il vous rend plus juste. Vous ressentez sans dramatiser. Vous agissez sans vous agiter. Vous acceptez sans renoncer à votre responsabilité. L'anxiété, lorsqu'elle apparaît, n'est plus interprétée comme un signe que quelque chose va mal en vous. Elle est reconnue comme un signal temporaire, parfois utile, parfois erroné,
mais jamais souverain. Peu à peu, vous cessez d'attendre que la vie vous offre des conditions idéales pour être en paix. Vous comprenez que la paix n'est pas une récompense accordée après la résolution de tous les problèmes. Elle est une conséquence directe de l'ordre intérieur. Et cet ordre ne dépend pas du hasard, mais de la manière dont vous exercez votre faculté de juger. Cette orientation transforme aussi votre rapport au temps. Le passé cesse d'être un tribunal permanent. Le futur cesse d'être une menace constante. Le présent devient le lieu principal de votre attention, non parce qu'il est confortable, mais parce qu'il est le seul espace où votre raison peut agir. Cette concentration n'enferme pas, elle libère. Elle rend l'esprit disponible, sans le disperser. Ce qui demeure à la fin de ce parcours n'est pas une promesse de tranquillité éternelle. C'est quelque chose de plus réaliste et plus solide. Une capacité accrue à rester droit lorsque l'émotion monte. Une confiance silencieuse dans votre aptitude à faire face, sans exiger que tout soit prévisible. Une compréhension incarnée de ce qui dépend de vous et de ce qui doit être accueilli sans lutte. C'est ainsi que le stoïcisme calme l'esprit lorsque l'anxiété envahit les pensées. Non en supprimant ce qui est humain, mais en rétablissant la raison à sa juste place. Non en promettant une vie sans trouble, mais en offrant une manière plus stable, plus digne et plus consciente de traverser ce qui ne peut être évité. Ce calme n'est pas spectaculaire. Il est fiable. Et il vous accompagne, non comme une échappatoire, mais comme une manière d'habiter pleinement la vie telle qu'elle est.